Ma femme est partie tôt et à 22h30, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu, votre femme est à l'hôtel Marriott Centro, chambre 512. Venez tout de suite. Je n'y suis pas allé. À la place, j'ai envoyé ce message à 37 personnes, dont sa mère, ses amis et surtout la femme de l'homme qui était avec elle. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. J'ai envoyé ce message à 37 personnes et j'ai attendu. Parmi ces 37 personnes figurait la mère de Véronica, sa sœur Isabelle, mes deux frères, nos amis de 23 ans, les professeurs du studio de yoga où elle était censée donner des cours le samedi, les voisins de l'immeuble, mon associé, et les parents des camarades d'université de nos enfants. Le comptable que nous partagions, la cousine à qui Véronica parlait chaque dimanche et, par-dessus tout, j'ai envoyé ce message à Dulce, la femme d'Eduardo, car je savais déjà qui était avec ma femme dans cette chambre. J'ai appuyé sur envoyer à 22h33, j'ai laissé le téléphone sur la table basse, je me suis servi 2 doigts de whisky et je me suis assis sur mon canapé dans mon propre salon, en regardant un match de football qui ne signifiait plus rien pour moi. Je n'allais pas aller à cet hôtel, je n'allais défoncer aucune porte, je n'allais pas faire de scène digne d'un feuilleton. J'allais rester exactement là où j'étais et regarder son monde s'effondrer en temps réel. Les premières réponses ont commencé à arriver 4 minutes plus tard. Alvaro, qu'est-ce que ça veut dire? Ça doit être une erreur. Appelle-moi tout de suite. Tu es ivre. Alvaro, s'il te plaît, réponds. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. J'ai monté le volume de la télévision, j'ai repris une gorgée et j'ai continué à attendre, car ce que personne ne comprenait encore, c'était que je n'agissais pas sur un coup de tête. Je n'étais pas irrationnel, je n'étais pas soudainement devenu fou. C'était l'exact opposé. C'était le résultat de 3 semaines de planification, 3 semaines à observer, documenter, calculer chaque mouvement, attendant le moment précis, et maintenant, ce moment était arrivé. À 22h38, mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. Des appels, des messages, des notifications WhatsApp explosant les unes après les autres. Je pouvais voir les noms sur l'écran sans même toucher l'appareil. Rosa, ma sœur. Esteban, mon meilleur ami. La mère de Véronica. Isabelle, sa sœur. Dulce. Dulce encore. Dulce pour la 3e fois. J'imaginais ce qui se passait à cet instant précis. Dulce lisant ce message. Dulce levant les yeux vers Eduardo. Eduardo essayant de rester calme, inventant une excuse stupide. Dulce attrapant les clés de sa Mercedes, quittant sa maison de banlieue, conduisant comme une folle vers le centre-ville. 23 minutes sur l'autoroute. Si elle roulait vite, elle pourrait y être en 18. Et quelque part dans cette chambre 512, Véronica regardait son téléphone exploser aussi. Sa mère demandant où elle était, sa sœur exigeant des explications, ses amis confus. Tous ces messages arrivant en même temps, où es-tu en ce moment, que se passe-t-il, s'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas vrai. Maman pleure. À 22h42, j'ai reçu un message de Rosa. Ma sœur, la seule personne au monde qui savait exactement ce que je faisais ce soir. C'est fait. Oui, ai-je répondu. Mon Dieu, Alvaro. Ça devait se passer ainsi. Je sais, mais quand même. Mon Dieu. J'ai éteint la télévision. Le silence de ma maison est devenu dense, lourd. Pendant 23 ans, ce salon avait été le centre de notre vie de famille. Les matins à boire du café avant le travail, les soirées cinéma du vendredi, les disputes sur le choix de l'université pour les enfants, les dîners de Noël à 30 personnes serrées entre le canapé et la salle à manger. Tout cela avait pris fin exactement 19 minutes plus tôt, quand j'avais appuyé sur envoyer. Les gens penseront probablement que je suis un homme impulsif, que j'ai agi sous l'effet d'une rage aveugle, que j'ai perdu le contrôle de mes émotions, que j'ai fait une stupidité dans un moment de folie, mais ils ont tout à fait tort. Je suis ingénieur civil. Je construis des ponts depuis 26 ans, je calcule des charges, je mesure des résistances, je planifie des structures qui doivent supporter 50 ans de poids et d'intempéries. Je ne fais rien sans penser aux conséquences. Je ne signe pas un plan sans vérifier chaque détail 3 fois. Et là, ce n'était pas différent. Chacun de ces 37 contacts a été choisi stratégiquement. Chaque nom sur cette liste avait un but précis dans ce qui allait se passer. La mère de Véronica, pour qu'elle ressente la honte familiale.
Isabelle, sa sœur, pour qu'elle perde sa plus proche confidente. Nos amis, pour qu'ils connaissent la vérité avant qu'elle ne puisse inventer sa version. Les professeurs de yoga, pour détruire sa réputation à l'endroit même où elle avait construit son alibi. Les parents des amis de nos enfants, pour que la nouvelle leur parvienne aussi. Et Dulce. Dulce, c'était différent. Dulce ne faisait pas partie de la punition sociale. Dulce était la dynamite, la mèche allumée, la réaction en chaîne, parce que Dulce n'allait pas rester assise à envoyer des messages. Dulce n'allait pas appeler pour exiger des explications. Dulce allait monter dans sa voiture et se rendre directement à cet hôtel. Et quand Dulce arriverait à la chambre 512, tout allait exploser d'une manière que je n'aurais pu mieux orchestrer, même si j'avais essayé. À 22h48. Mon téléphone a vibré pour un appel. Véronica. J'ai laissé sonner une fois, 2 fois, 3 fois, 4, 5, jusqu'à ce que ça coupe et passe sur la messagerie vocale. J'ai compté jusqu'à 20 dans ma tête. Le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, j'ai répondu. Alvaro. Sa voix semblait brisée, désespérée, terrifiée. Alvaro, qu'est-ce que tu as fait? Bonsoir, Véronica, ai-je dit avec la voix la plus calme que j'ai pu trouver. Rien de grave. J'ai juste partagé un message que j'ai reçu il y a un moment. Tu es fou? Tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Tu as envoyé ça à ma mère, à Isabelle, à Touno. À 37 personnes. Je l'ai interrompu avec précision, oui. J'ai compté attentivement avant d'appuyer sur envoyer. Silence absolu à l'autre bout du fil. Je pouvais entendre sa respiration saccadée, la panique dans chaque inspiration. Alvaro, je t'en prie, c'est un terrible malentendu. Chambre 512, ai-je dit lentement. Hôtel Marriott Centro. En ce moment. Ce sont les mots exacts du message que j'ai reçu. Je n'ai rien inventé, je l'ai juste transféré. Je peux t'expliquer tout ça. Tu n'as rien à m'expliquer, Véronica. Vraiment? Mais tu devrais peut-être commencer à réfléchir à ce que tu vas dire à ta mère quand elle va t'appeler, ou à l'histoire que tu vas inventer pour Isabelle. Ou, par-dessus tout, ce que tu vas dire à Dulce quand elle arrivera. Dulce. Sa voix est montée de 3 octaves. Tu as envoyé ça à Dulce. Bien sûr, Dulce était sur ma liste aussi. J'ai entendu un sanglot étouffé. Puis des voix en arrière-plan, une femme criant quelque chose que je ne pouvais pas distinguer. Des bruits de pas courants dans un couloir, une porte qui claque. Il faut que je raccroche, a dit Véronica précipitamment. Ne t'inquiète pas, ai-je répondu. Prends ton temps. Je ne vais pas y aller. Ne te fais pas de soucis pour moi. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse dire un mot de plus. J'ai laissé le téléphone sur la table, je me suis adossé au canapé, j'ai fermé les yeux un instant et, pour la première fois en 3 semaines, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la paix. J'ai fixé l'écran sombre de la télévision, mon reflet flou dans le verre. Un homme de 48 ans, des cheveux gris sur les tempes qui n'étaient pas là avant, des rides autour des yeux qui sont arrivés sans prévenir, 20 kg de plus que lorsque nous nous sommes mariés. Un homme ordinaire, un ingénieur qui quitte sa maison à 7 heures du matin et rentre à 18 heures, qui paie ses impôts à temps, qui n'a jamais brûlé un feu rouge, qui a construit des ponts pendant 26 ans sans qu'aucun d'eux ne s'effondre. C'était moi. Alvaro Mendoza, 48 ans. Marié à Véronica depuis que nous avions tous les deux 25 ans. 2 enfants adultes. Martin, qui étudie la médecine dans une autre ville. Carolina, qui travaille dans une agence de publicité. Une maison payée après 18 ans d'hypothèque. Une Nissan 2019. Un compte d'épargne avec 43 000 $ pour la retraite. Une vie absolument prévisible. Et c'était exactement ce que je voulais. Je n'ai jamais été le genre d'homme à chercher des sensations fortes. Je n'ai jamais voulu d'aventure, d'adrénaline, ou de quoi que ce soit qui mettrait en péril ce que j'avais construit. Mon père était alcoolique. Ma mère cumulait 3 emplois pour nous subvenir. J'ai grandi en voyant des factures impayées et des disputes d'argent chaque week-end. Quand j'ai eu ma propre famille, j'ai juré que cela n'arriverait pas. La stabilité. Ça a toujours été ma religion. Véronica et moi nous sommes rencontrés à l'université. Elle étudiait l'éducation physique, j'étudiais l'ingénierie. Un ami commun nous a présentés lors d'une fête de fin d'année.
Je me souviens qu'elle portait une robe blanche avec des fleurs rouges. Je me souviens que nous avons dansé jusqu'à 4 heures du matin. Je me souviens que 3 mois plus tard, nous parlions déjà de nous marier. Elle était jolie. Elle est toujours jolie. Des cheveux noirs jusqu'aux épaules. Des yeux sombres. Un sourire qui illuminait n'importe quelle pièce. Tous mes amis me disaient que j'avais de la chance, et je les croyais. Nous nous sommes mariés en juin 2001. Un mariage simple dans le jardin de ses parents. 120 invités. Un gâteau à 3 étages. Une valse que nous avons atrocement mal dansée parce qu'aucun de nous deux ne savait valser. Lune de miel à Canquin avec l'argent que nos familles nous avaient offert. 23 ans plus tard, nous avons toujours les photos de ce jour-là dans le couloir de l'entrée. Pendant 2 décennies, notre vie a été exactement comme je l'avais planifié. Un emploi stable, des revenus prévisibles, une routine confortable. Le lundi, elle donnait des cours de yoga dans un studio du centre-ville. Le mardi, je rentrais tard de mes réunions avec les clients. Le mercredi, nous dînions ensemble à la maison. Le jeudi, elle sortait avec ses amis. Le vendredi, nous regardions des films. Le samedi, elle donnait des cours de yoga privés le matin et j'en profitais pour réparer des choses dans la maison. Les dimanches étaient sacrés. Gros petit déjeuner, appel aux enfants, course ensemble. 22 ans à faire exactement cela et j'étais heureux, ou du moins je le croyais. Véronica était une bonne épouse, une bonne mère. Nous n'avions jamais de disputes sérieuses. Il n'y avait jamais de cris, de portes claquées ou de menaces de divorce. Nous nous disputions pour des bêtises comme tous les couples. Quel film regarder, s'il fallait peindre le salon en beige ou en gris, si Martin devait étudier en ville ou aller dans la capitale. Des choses normales. Elle cuisinait bien, gardait la maison bien rangée, se souvenait de tous les anniversaires, organisait les dîners de famille, s'entendait bien avec ma sœur Rosa, supportait les conversations interminables de ma mère sur l'église. De l'extérieur, nous étions la famille parfaite, et c'est peut-être pour cela que je n'ai jamais rien soupçonné. Parce que lorsque vous avez une vie stable pendant 23 ans, votre cerveau s'habitue à ce que tout reste pareil. Vous devenez aveugle aux petits changements, aux signes qui devraient vous alerter, mais que vous ignorez parce qu'ils ne correspondent tout simplement pas à l'histoire que vous vous racontez sur votre propre vie. L'histoire que je me racontais était simple. J'ai un bon mariage. Ma femme m'aime. Nous sommes ensemble là-dedans jusqu'à la fin. Cette histoire était si solide dans ma tête que, lorsque les fissures ont commencé à apparaître, je les ai simplement ignorées. Les premiers signes sont apparus il y a 6 mois. De petites choses. Insignifiantes si on les prend isolément, mais quand on commence à les assembler, elles forment un schéma. Véronica a commencé à se maquiller davantage. Pas pour sortir avec moi, mais pour aller à ses cours de yoga. Elle m'a dit que c'était parce qu'elle avait commencé à enregistrer des vidéos pour les réseaux sociaux du studio. Du contenu pour attirer de nouveaux élèves. C'était logique. Je n'ai rien remis en question. Elle a commencé à laisser son téléphone portable face vers le bas, toujours sur la table, sur le lit, sur le comptoir de la cuisine. Avant, elle le laissait n'importe comment, maintenant, c'était toujours face vers le bas. Quand je lui posais la question, elle riait et disait que c'était pour ne pas être distraite par les notifications. Elle a changé le mot de passe de son téléphone. Nous partagions nos mots de passe depuis des années. Je connaissais le sien, elle connaissait le mien. Cela n'avait jamais été un problème. Mais un jour, j'ai essayé de déverrouiller son téléphone pour chercher le numéro du plombier que nous y avions enregistré, et ça n'a plus marché. Ah oui, je l'ai changé. M'a-t-elle dit. La banque m'y a obligé pour des raisons de sécurité. Elle ne m'a pas donné le nouveau. Les samedis, ses cours de yoga privés ont commencé à durer plus longtemps. Avant, elle rentrait à 14 heures, puis 15 heures, puis 16 heures. J'ai plus de clients, expliquait-elle. L'affaire se développe. J'étais heureux pour elle. Elle a commencé à porter un parfum différent, plus cher, plus sophistiqué. Je lui ai demandé s'il était nouveau. C'est Isabelle qui me l'a offert pour mon anniversaire, a-t-elle répondu. Je ne me souvenais pas de l'avoir vue à la fête, mais je n'ai rien dit. Elle a commencé à refuser de faire des projets avec moi le week-end. Je suis fatigué. J'ai mal à la tête. Je préfère rester à la maison. Mais ensuite, elle sortait avec ses amis sans problème, ou du moins c'est ce qu'elle disait.
La fréquence à laquelle nous faisions l'amour a chuté de 2 fois par semaine à 1 fois toutes les 2 semaines, puis à 1 fois par mois. Quand nous le faisions, elle semblait être ailleurs, regardant le plafond, pensant à autre chose, et la façon dont elle me parlait a changé. Avant, elle me posait des questions sur ma journée, me racontait la sienne, nous partagions des choses. Maintenant, les conversations étaient purement fonctionnelles. Il faut payer la facture de gaz. Ta mère a appelé. La machine à laver est tombée en panne. Nous étions des colocataires, pas des conjoints, mais je ne voyais toujours rien, car voir signifiait accepter que quelque chose n'allait pas. Et accepter cela signifiait que ma vie parfaite, stable et prévisible n'était pas réelle. J'ai donc inventé des excuses pour chaque signe. Elle est stressée par le travail. Elle approche de la cinquantaine et subit des changements hormonaux. Tous les mariages passent par des étapes comme celle-ci. C'est normal après 23 ans. Je me suis menti à moi-même pendant des mois, jusqu'à ce qu'un après-midi, le mensonge s'effondre. C'était un mardi de septembre, le 17 septembre. J'ai cette date gravée dans ma mémoire. J'ai quitté le travail plus tôt parce qu'une réunion avait été annulée. Je suis rentré à 16 h au lieu de 18 h. La voiture de Véronica était dans l'allée. C'était bizarre. Le mardi, elle donnait des cours jusqu'à 19 h. J'ai ouvert la porte. La maison était silencieuse. Véronica, ai-je appelé? Rien. Je suis monté à l'étage. La porte de notre chambre était fermée. J'ai entendu des voix à l'intérieur, une conversation. Elle parlait à quelqu'un au téléphone. J'allais frapper à la porte quand j'ai entendu ce qu'elle disait. Non, il ne peut pas savoir, mon amour. Ne t'inquiète pas. Mardi prochain, je pourrai. Réserve le même hôtel, chambre avec vue. Cette fois, je me suis figé avec la main en l'air, à quelques centimètres de la porte. Je t'aime aussi. A-t-elle dit. À samedi. Je suis redescendu en silence. J'ai quitté la maison, je suis monté dans la voiture, j'ai conduit jusqu'à un parking vide à 3 rue de la Haye, assis dans ma Nissan 2019, les mains tremblantes sur le volant, j'ai enfin arrêté de me mentir à moi-même. Ma femme me trompait. Je suis resté dans ce parking pendant 40 minutes, à fixer le mur gris d'un immeuble de bureau. Pas de musique, pas de radio, juste le son de ma propre respiration. 40 minutes à essayer d'assimiler ce que je venais d'entendre. Je t'aime aussi. Ces 4 mots, dits avec une douceur qu'elle n'utilisait plus avec moi. Dit à un autre homme, à quelqu'un qui n'était pas moi. J'ai pensé à retourner à l'intérieur, à monter ces escaliers, à ouvrir violemment la porte, à exiger des explications, à crier, à pleurer, à faire une scène. Mais je ne l'ai pas fait, car quelque chose dans mon cerveau d'ingénieur s'est activé. Cette partie de moi qui calcule, qui mesure, qui n'agit pas sans avoir toutes les données. Si j'entrais maintenant, elle allait tout nier. Elle allait dire que j'avais mal entendu, que c'était une blague avec une amie, qu'elle répétait les répliques d'une pièce de théâtre qui n'existait même pas. Elle allait inventer quelque chose et je n'avais aucune preuve de quoi que ce soit. Je n'avais entendu qu'une conversation à travers une porte fermée. Ce n'était pas suffisant. J'ai démarré la voiture, je suis retourné au travail. Je suis resté sur le parking du bureau jusqu'à 18h15. Ensuite, je suis rentré à la maison comme si de rien n'était. Véronica était dans la cuisine en train de préparer le dîner. Des pâtes au poulet, mon plat préféré. Salut, mon amour, a-t-elle dit sans lever les yeux de la poêle. Comment s'est passée ta journée? Normal, ai-je répondu. Beaucoup de réunions. C'est bien. Le dîner est presque prêt. Nous avons mangé ensemble. Nous avons parlé du temps qu'il faisait, d'une information qu'elle avait vue à la télévision, du fait de devoir appeler le jardinier parce que l'herbe était trop haute. Une conversation tout à fait normale, comme si je n'avais pas entendu ce que j'avais entendu 3 heures plus tôt. Et c'est là que j'ai compris quelque chose d'important. Véronica était une bonne actrice, très bonne même. Elle pouvait s'asseoir devant moi, me sourire, me poser des questions sur ma journée, me servir des pâtes au poulet et agir comme si tout était parfait, tout en prévoyant de voir un autre homme le samedi. Si je voulais connaître toute la vérité, je devais être un meilleur acteur qu'elle. Cette nuit-là, lorsqu'elle s'est endormie, j'ai pris son téléphone portable sur la table de nuit. J'ai essayé de le déverrouiller avec son empreinte digitale pendant qu'elle dormait. Ça n'a pas marché.
Elle l'avait configuré pour qu'il ne fonctionne que lorsque l'écran était actif. J'ai essayé de deviner le mot de passe. Sa date de naissance, la mienne, celle des enfants, la date de notre anniversaire de mariage. Rien. Après 5 tentatives, le téléphone s'est bloqué. J'ai tout laissé tel quel. Je suis retourné de mon côté du lit et j'ai passé le reste de la nuit à fixer le plafond en réfléchissant. Le lendemain, j'ai commencé à observer, à vraiment observer, comme si j'étudiais une étrangère. Et c'est alors que j'ai réalisé que les signes avaient toujours été là. J'avais simplement choisi de ne pas les voir. Les samedis, ces prétendus cours de yoga privés. J'ai commencé à faire attention aux détails. Elle quittait la maison à 9h du matin. Elle revenait à 16h. 7h pour des cours privés. Un samedi, je lui ai demandé combien de clients elle avait vus. 4, a-t-elle répondu sans hésiter. 7h pour 4 personnes. Oui, 1h30 chacun, plus le temps de trajet d'une maison à l'autre. Elle avait réponse à tout, de façon rapide, préparée, comme si elle avait répété. J'ai commencé à vérifier nos relevés bancaires tous les soirs après qu'elle se soit endormie, à la recherche de dépenses suspectes, et elles étaient là. Des restaurants que je ne connaissais pas. Le mardi, toujours le mardi, des montants pour 2 personnes, $60, $95. Quand je l'ai interrogée sur l'une de ses dépenses, elle m'a dit qu'elle était sortie manger avec Isabelle après ses cours. $95 pour un déjeuner. Isabelle a commandé du vin, m'a-t-elle expliqué. Tu sais comment elle est. Une semaine plus tard, il y a eu un autre prélèvement. Encore un mardi, un restaurant différent. $82. Tu es encore sorti avec Isabelle? Non, cette fois avec Yolanda, de mon cours de yoga. Elle avait toujours une explication. Il y avait toujours quelqu'un d'autre impliqué dans son histoire. Isabelle, Yolanda, ses élèves, le studio de yoga. Mais quelque chose ne collait pas. Un soir, j'ai appelé Isabelle, la sœur de Véronica. Salut Alvaro, c'est bizarre que tu m'appelles. Quelque chose ne va pas? Non, rien de grave. Je voulais juste te demander quelque chose. Véronica m'a dit que vous aviez déjeuné ensemble mardi dernier dans ce restaurant italien du centre-ville. Silence à l'autre bout du fil. Mardi dernier, a demandé lentement Isabelle. Non, j'étais à Guadalajara toute cette semaine-là pour une formation. Ah. Ai-je dit en essayant de paraître naturel. Alors j'ai dû me tromper de date. Oui, ça doit être ça. J'ai raccroché. Je suis resté assis dans le salon plongé dans l'obscurité, le téléphone toujours à la main. Véronica avait menti directement, sans hésiter. Le lendemain, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire, quelque chose qui m'a donné l'impression d'être un espion de pacotille dans un mauvais film. Je l'ai suivi. C'était samedi. Elle est partie à 9h du matin, comme toujours, avec son sac de yoga sur l'épaule, un legging noir, un haut de sport, les cheveux attachés en queue de cheval. Je lui ai laissé 5 minutes d'avance, puis je suis monté dans ma voiture et je l'ai suivie, en gardant 3 voitures entre nous. Elle n'est pas allée au studio de yoga. Elle a conduit vers le nord sur l'autoroute pendant 25 minutes jusqu'à un hôtel, le Hampton Inn dans la zone industrielle. Elle a garé sa voiture, est entrée dans le hall d'accueil, a disparu à l'intérieur. Je suis resté sur le parking avec le moteur coupé à attendre. À 9h40, une autre voiture est arrivée, une BMW noire, un modèle récent. Elle s'est garée près de celle de Véronica. Un homme en est sorti, la quarantaine, costume gris, bien coiffé, beau de cette manière générique qu'ont les hommes qui réussissent. Il est entré dans l'hôtel. Je suis resté là encore 2 heures, observant l'entrée, sentant quelque chose se briser dans ma poitrine. À 12h30, ils sont sortis ensemble. Il avait la main sur le bas de son dos. Elle riait. Ils avaient l'air à l'aise, naturels, comme s'ils avaient fait ça de nombreuses fois. Ils se sont embrassés avant de se séparer. Ce n'était pas un baiser rapide, c'était long, profond, le genre de baiser que l'on donne quand on tient vraiment à quelqu'un. Elle est montée dans sa voiture, il est monté dans la sienne. Ils sont partis dans des directions différentes et je suis resté là, assis dans ma Nissan 2019, regardant mon mariage de 23 ans se confirmer comme étant un mensonge. Ce soir-là, quand Véronica est rentrée à 16h, j'étais dans le salon en train de regarder la télévision. Mon amour,
a-t-elle dit en laissant tomber son sac sur le sol. J'ai eu une journée épuisante, 4 cours de suite. C'est bien que ça ait été productif, ai-je répondu sans la regarder. Oui, je vais prendre une douche. Je l'ai regardé monter les escaliers. J'ai entendu la douche s'allumer et j'ai pris une décision. Je n'allais pas encore la confronter. Je n'allais pas faire de scène. Je n'allais pas lui crier dessus ou lui demander des explications, parce que je n'avais toujours pas assez d'informations. Je ne savais pas qui était cet homme. Je ne savais pas depuis combien de temps cela durait. Je ne savais pas s'il s'agissait d'une simple attirance physique ou si elle ressentait vraiment quelque chose pour lui. Et par-dessus tout, je ne savais pas comment me protéger de ce qui allait arriver. J'avais besoin d'aide, j'avais besoin de conseils, j'avais besoin de parler à quelqu'un qui comprenait ces choses. Le lendemain, j'ai appelé Esteban, mon meilleur ami de l'université, un avocat spécialisé en droit de la famille, les divorces, la garde des enfants, la séparation des biens. Nous avions été colocataires pendant 4 ans. Il était mon témoin. J'étais le parrain de sa fille. Nous dînions ensemble une fois par mois. Nous regardions le football tous les dimanches. S'il y avait quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance, c'était lui. Esteban, ai-je dit au téléphone, j'ai besoin de te voir seul. C'est important. Bien sûr. Quand? Aujourd'hui si tu peux. Je ne veux pas parler de ça chez moi. Il y a eu une pause. Alvaro, est-ce que tu vas bien? Non, ai-je répondu. Non, je ne vais pas bien. Nous nous sommes retrouvés le même après-midi dans son bureau, un bureau au 12e étage avec vue sur le centre-ville. Des murs pleins de diplômes et de certificats, un bureau en bois sombre, 2 chaises en cuir devant. Je me suis assis, j'ai pris une grande inspiration, et je lui ai tout raconté. La conversation que j'avais entendue, les prélèvements bancaires, l'appel à Isabelle, l'hôtel, l'homme à la BMW. Le baiser sur le parking. Esteban m'a écouté sans m'interrompre, prenant des notes dans un carnet avec l'expression sérieuse qu'il prend quand il travaille. Quand j'ai eu fini, il s'est adossé à sa chaise, a enlevé ses lunettes, s'est frotté les yeux. « Depuis combien de temps as-tu des soupçons ?» a-t-il demandé. 6 mois que j'ai remarqué des changements, mais c'est confirmé depuis 2 semaines. Et elle ne sait pas que tu sais? Non, j'agis normalement, comme toujours. Bien, a-t-il dit. C'est très bien. Esteban s'est levé de sa chaise, a marché jusqu'à la fenêtre, a fixé la ville pendant une longue minute sans rien dire. Finalement, il s'est tourné vers moi. Alvaro, je vais te dire quelque chose que tu n'as pas envie d'entendre, mais j'ai besoin que tu m'écoutes en tant qu'avocat, pas en tant qu'ami. D'accord. Ne fais rien pour le moment. Absolument rien. Ne la confronte pas. Ne lui dis pas que tu sais. Ne fais pas de scène dramatique, parce qu'au moment où elle saura que tu sais, tout va changer. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'en ce moment, tu as le contrôle de la situation. Elle pense qu'elle est prudente, que tu ne te doutes de rien. Cela te donne un avantage. Au moment où tu la confronteras, tu perdras cet avantage. Il s'est rassis devant moi, a ouvert un tiroir de son bureau et en a sorti un dossier. Nous devons tout documenter, les dates, les lieux, les heures, les dépenses, les messages si tu peux les obtenir, des photos si possible, tout ce que tu pourras rassembler au cours des prochaines semaines. Pourquoi faire? Pour te protéger. Vous êtes mariés depuis 23 ans. Vous avez des biens en commun, des comptes partagés. Si ça se termine par un divorce, et ça sera probablement le cas, tu dois être préparé. Tu dois avoir des preuves de l'infidélité. Ça peut complètement changer la façon dont tout sera divisé. Je me fiche de l'argent, Esteban. Tu devrais t'en soucier. Tu as une maison évaluée à 250 000 $. Vous avez des économies, vous avez des investissements, et s'il s'avère qu'elle a dépensé l'argent commun pour sa liaison, c'est juridiquement pertinent. Il a ouvert le dossier et m'a montré plusieurs documents. Regarde, c'est une affaire que j'ai traitée l'année dernière. Un mariage de 20 ans. Le mari a découvert que sa femme le trompait. Il l'a confronté immédiatement. Il y a eu des cris, des larmes, du drame. Elle a supprimé tous ses messages. Il n'avait aucune preuve solide de quoi que ce soit. Au final, lors du divorce, elle a obtenu la moitié de tout et a même demandé une pension alimentaire. Et s'il avait attendu,
S'il avait tout documenté avant de la confronter, ça aurait été complètement différent. L'infidélité prouvée change les choses, pas dans tous les états, mais dans beaucoup de cas. Je me suis adossé à la chaise, assimilant tout ce qu'il me disait. Combien de temps dois-je continuer à faire semblant? Aussi longtemps que tu en auras besoin pour te sentir en sécurité. 2 semaines, 3, 1 mois, tout le temps qu'il faudra pour rassembler assez d'informations. Et en attendant, tu dois faire d'autres choses. Quelle chose? Esteban a pris une feuille de papier vierge et a commencé à écrire une liste. Premièrement, tu dois découvrir qui il est. Son nom complet, où il travaille, s'il est marié, s'il a une famille, toutes ces informations. Pourquoi? Parce que s'il est marié, cela te donne plus d'outils. Et parce que tu dois savoir avec qui ta femme est. Il pourrait être un escroc, il pourrait être quelqu'un de dangereux. Tu dois savoir. D'accord. Deuxièmement, tu dois passer en revue toutes vos finances. Combien dépense-t-elle? Dans quoi? Si elle a ouvert des comptes que tu ne connais pas. Si elle a contracté des prêts, si elle a caché de l'argent. Comment je fais ça? As-tu accès à son ordinateur? Oui, nous utilisons le même ordinateur portable parfois. Bien. Vérifie-le, cherche des relevés bancaires, des emails, tout ce qui te donne des informations et prends des photos de tout. Ne télécharge rien sur ton téléphone. Utilise une clé USB. Garde-la dans un endroit où elle ne la trouvera pas. J'ai hoché la tête, prenant des notes mentales de tout cela. Troisièmement, parle à ta sœur Rosa. Tu dois le dire à quelqu'un d'autre. Tu as besoin d'un système de soutien. Ça va être dur, très dur. Tu ne peux pas faire ça tout seul. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre le sache. Rosa n'est pas n'importe qui. C'est ta sœur et elle est passée par un divorce. Elle comprend. Fais-moi confiance, tu vas avoir besoin d'elle. J'ai soupiré. Je savais qu'il avait raison. Et quatrièmement, tu dois te préparer émotionnellement à ce que tu vas découvrir, parce que ce sera probablement pire que ce que tu imagines. C'est toujours pire. Il m'a regardé droit dans les yeux. Alvaro, d'après mon expérience, quand quelqu'un découvre une infidélité, la première chose qu'il découvre n'est que la pointe de l'iceberg. En dessous, il y a bien plus de temps, plus de mensonges, plus de trahison que ce que tu n'es prêt à assimiler. Tu penses qu'elle est avec lui depuis longtemps? Je ne sais pas, mais tu dois te préparer à cette possibilité. J'ai gardé le silence, sentant le poids de tout cela devenir réel. Une dernière chose, a dit Esteban, et c'est important. Tu ne peux pas agir différemment avec elle. Pas question d'être froid, distant ou d'avoir un comportement passif-agressif. Tu dois continuer à être le même Alvaro que d'habitude. Si tu commences à agir bizarrement, elle va se douter de quelque chose. Et si elle a des soupçons, elle sera plus prudente. Ou pire, elle va te confronter en premier et tu perdras tout ton avantage. Comment suis-je censé faire ça? Comment puis-je agir normalement quand je sais ce qu'elle? J'ai dit que c'était nécessaire. J'ai quitté ce bureau avec une liste de choses à faire et un poids sur l'estomac que je n'avais jamais ressenti auparavant. Ce soir-là, j'ai appelé Rosa, ma petite sœur, 43 ans, divorcée depuis 5 ans, sans enfant, institutrice. La personne la plus directe et honnête que je connaisse. Il faut que je te parle, lui ai-je dit. Quand? Maintenant. Je peux venir chez toi. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Je te le dirai quand je serai là. 30 minutes plus tard, j'étais assis dans son salon avec une tasse de café que je n'allais pas boire, en train de tout lui raconter. Rosa m'a écouté avec la même expression sérieuse qu'elle prend lorsqu'un de ses élèves lui confie un problème grave. Quand j'ai fini, elle s'est levée, est allée dans sa cuisine, et est revenue avec une bouteille de whisky et 2 verres. Bois ça, a-t-elle dit en me servant 3 doigts. Tu vas en avoir besoin. Il est 20h et ta femme te trompe. Je pense que tu as bien droit à un verre. J'ai pris le verre. J'ai bu. Qu'est-ce que tu en penses, lui ai-je demandé. Je pense qu'Esteban a raison sur toute la ligne, surtout sur le fait de documenter. Quand j'ai divorcé de Ricardo, je n'avais aucune preuve de rien, juste ma parole contre la sienne. Ce fut un désastre. Ça m'a coûté des années et 30 000 $ en avocat. Je ne savais pas que ce serait si difficile.
Parce qu'on n'en parle pas, parce que c'est honteux, parce que c'est douloureux. Mais oui, c'était terrible. Et si j'avais su alors ce que je sais maintenant, j'aurais tout fait différemment. Elle s'est assise en face de moi, tenant son propre verre. Alvaro, je vais te dire quelque chose d'encore plus dur, quelque chose que personne d'autre ne te dira. Mais tu dois l'entendre. Quoi? Ça va faire mal, beaucoup plus mal que tu ne peux l'imaginer maintenant. Il y aura des nuits où tu ne pourras pas dormir, des jours où tu ne pourras pas manger. Des moments où tu auras envie de lui pardonner, juste pour que la douleur s'arrête, mais tu ne peux pas. Pourquoi pas? Parce que si quelqu'un te trahit de cette façon, avec ce naturel, avec cette capacité à mentir tout en te regardant dans les yeux, cette personne ne change pas. Et si tu lui pardonnes, la seule chose que tu lui apprends, c'est qu'elle peut recommencer et que tu seras toujours là. Elle a pris une longue gorgée de son whisky. Quand Ricardo m'a trompé, je lui ai pardonné la première fois. Il a pleuré. Il a juré que ça ne se reproduirait jamais. Il m'a dit que c'était une erreur. Mais il m'aimait et je l'ai cru, parce que je voulais le croire, parce que 20 ans de mariage ça a du poids, parce que divorcer, ça fait peur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a recommencé 8 mois plus tard avec une autre femme, et cette fois-là. C'était pire parce qu'il ne m'avait pas seulement trahi. Il m'avait montré que je ne valais même pas sa promesse. Elle s'est essuyée les yeux rapidement, comme si elle ne voulait pas que je la voie vulnérable. Ne fais pas mon erreur, Alvaro. Ne t'accroche pas à quelque chose qui est déjà brisé, juste parce que tu as peur de recommencer à zéro. J'ai 48 ans, Rosa. Je ne veux pas recommencer à zéro. Personne ne le veut, mais parfois c'est la seule option digne. Je suis resté chez elle jusqu'à presque minuit à discuter, à planifier. Elle m'a donné une clé USB vide. Elle m'a expliqué comment faire des captures d'écran sans laisser de traces. Elle m'a dit de vérifier les relevés bancaires des 6 derniers mois complets. Et découvre qui il est, a-t-elle ajouté avant que je parte. C'est la chose la plus importante, car s'il est marié, sa femme mérite de le savoir aussi. Cette idée m'est restée en tête tout le long du trajet de retour. S'il était marié, il y avait une autre personne dans le monde qui traversait la même chose que moi sans le savoir, vivant un mensonge. Croyant que son mariage allait bien. Et peut-être que cette personne méritait de connaître la vérité, elle aussi. Pendant les 3 semaines suivantes, je suis devenu quelqu'un que je ne reconnaissais pas, un espion dans ma propre maison, un acteur dans mon propre mariage. Chaque matin, je me réveillais à côté de Véronica. Je l'embrassais sur le front. Comme toujours, je lui demandais quels étaient ses projets pour la journée. Nous prenions le petit déjeuner ensemble, du café avec des tartines, avec les mêmes conversations superficielles que d'habitude. Et tout ce temps, à l'intérieur, je documentais, j'observais, je mémorisais. J'ai commencé par l'ordinateur portable commun. Un soir, alors que Véronica s'était endormie tôt, je l'ai ouvert. J'ai vérifié l'historique de navigation. Il avait été complètement effacé, pas une seule page n'avait été conservée. C'était déjà suspect. J'ai regardé dans ses fichiers téléchargés. Rien d'inhabituel, des factures, des reçus, des photos de famille. Ensuite, j'ai vérifié sa boîte email. Elle avait 3 comptes, un personnel que je connaissais, un pour le studio de yoga, et un 3e que je n'avais jamais vu. Un compte Gmail avec un nom que je ne reconnaissais pas, veronica.lisano@gmail.com. Lisano était son nom de jeune fille. J'ai essayé de me connecter. Ça a demandé un mot de passe. J'ai essayé ceux habituels. Rien n'a fonctionné, mais maintenant je savais qu'un compte secret existait. C'était suffisant pour l'instant. J'ai vérifié les relevés bancaires des 6 derniers mois. Rosa avait raison. Il y avait un schéma très clair. Chaque mardi, un prélèvement de restaurant entre $80 et $100. Toutes les 2 semaines, un prélèvement au Hampton Inn de $120. Toujours le même hôtel. Et ce n'était pas tout. Des achats dans des magasins de vêtements où je ne l'avais jamais vu s'habiller. $300 dans une boutique du centre-ville, $200 dans une autre. $150 de lingerie. De la lingerie que je n'avais jamais vue. J'ai fait le calcul total. En 6 mois, elle avait dépensé environ $4200 pour des choses liées à sa liaison. Notre argent, l'argent que je gagnais en travaillant 50 heures par semaine, utilisé pour des hôtels avec un autre homme. J'ai pris des photos de chaque relevé bancaire avec mon téléphone.
Je les ai transférés sur la clé USB que Rosa m'avait donnée. J'ai caché la clé dans ma voiture, dans la boîte à gants, là où Véronica ne la trouverait jamais. La prochaine étape était de découvrir qui il était. J'ai attendu le samedi suivant. Véronica est partie à 9 h du matin, comme toujours, avec son sac de yoga, son sourire désinvolte, et un baiser d'au revoir qui ne signifiait plus rien. À cet après-midi, mon amour. Passe une bonne journée. Je lui ai laissé 10 minutes d'avance, puis je suis monté dans ma voiture et je l'ai suivi, préparé cette fois avec un appareil photo que j'avais acheté 2 jours plus tôt, un petit appareil numérique avec un bon zoom. 200 $ payés en espèces pour qu'il n'y ait aucune trace sur notre compte bancaire. Véronica a conduit jusqu'au même hôtel, le Hampton Inn de la zone industrielle. Elle s'est garée, est entrée. À 9 h 40, la BMW noire est arrivée, la même que la fois précédente. L'homme est sorti. Cette fois, j'ai fait plus attention. Costume bleu marine, cravate, chaussures chères, chemise blanche parfaitement repassée, des cheveux légèrement grisonnants, le teint bronzé, l'allure de quelqu'un d'important. J'ai pris des photos en zoomant au maximum, son visage, sa voiture, la plaque d'immatriculation. Il est entré dans l'hôtel. Je suis resté là à attendre dans ma Nissan, le cœur battant à tout rompre, les mains moites. 2 heures plus tard, ils sont sortis ensemble. J'ai pris d'autres photos, deux marchant vers leur voiture, lui avec son bras autour de ses épaules, elle riant. Le baiser avant qu'ils ne se séparent. J'avais les photos, maintenant il me fallait le nom. Quand la BMW a quitté le parking, je l'ai suivi. J'ai gardé mes distances, 3 voitures entre nous. Comme dans les films. Il a conduit pendant 20 minutes jusqu'à un quartier résidentiel, de grandes maisons, des pelouses impeccables, le genre de quartier où vivent les gens aisés. Il s'est garé devant une maison à 2 étages, de couleur crème, avec de grandes fenêtres, et une Mercedes argentée dans l'allée. Il est sorti de la BMW, a marché jusqu'à la porte d'entrée, a sorti ses clés, est entré. Il était marié. J'ai noté l'adresse, rue Monte, numéro 243, quartier Los Pinos. Cet après-midi-là, en rentrant à la maison avant Véronica, j'ai cherché l'adresse en ligne dans les registres publics. Sur les pages des réseaux sociaux. Et c'était là. Eduardo Ramirez Soto, 45 ans, propriétaire d'une agence immobilière, Ramirez Property, avec des bureaux dans 3 villes. Marié à Dulce Ramirez, 2 enfants, de 12 et 9 ans. Sa photo était sur le site web de son entreprise, le même visage, le même homme qui embrassait ma femme sur les parkings d'hôtels. J'ai cherché plus d'informations. Son profil Facebook était privé, mais j'ai trouvé celui de sa femme, Dulce Ramirez, 42 ans, décoratrice d'intérieur. Son profil était rempli de photos de famille. Eduardo avec ses enfants à la plage. Eduardo et Dulce lors d'un dîner élégant. Toute la famille à Disneyland. La dernière photo datait d'il y a 3 semaines. Eduardo et Dulce trinquant avec des verres de vin. La légende disait, 18 ans ensemble. Je t'aime, mon amour. 18 ans de mariage, 2 jeunes enfants, et Eduardo passait ses samedis dans des hôtels avec ma femme. J'ai ressenti quelque chose d'étrange à ce moment-là, pas seulement de la rage, mais aussi une sorte de triste solidarité envers cette femme que je ne connaissais pas, Dulce, qui souriait sur ses photos, qui postait des choses heureuses sur son mariage. Sans savoir que son mari lui mentait chaque semaine. Elle méritait de le savoir, mais ce n'était pas encore le moment. J'ai sauvegardé toutes les informations, nom complet, adresse, numéro de téléphone de son entreprise, profil Facebook de Dulce, tout sur la clé USB. Ce soir-là, quand Véronica est rentrée à la maison, elle a agi comme d'habitude. Quelle longue journée, a-t-elle dit en se laissant tomber sur le canapé. 4 cours d'affilée. Je suis morte. Ma pauvre, ai-je répondu. Tu veux que je commande à manger? Comme ça, tu n'as pas à cuisiner. Tu es un amour. Oui, s'il te plaît. Une pizza, c'est très bien. J'ai commandé une pizza. Nous avons mangé en regardant une série sur Netflix. Elle a posé sa tête sur mon épaule. J'ai passé mon bras autour d'elle comme un couple normal, comme si de rien n'était. Et tout le temps, je pensais à Eduardo Ramirez dans sa maison du quartier Los Pinos, à Dulce en train de concevoir des intérieurs sans savoir que sa propre vie était un mensonge. Le lendemain, je suis retourné au bureau d'Esteban. Je lui ai tout montré, les photos, les relevés bancaires,
les informations sur Eduardo, le profil de Dulce. Esteban a examiné chaque document avec attention, en prenant des notes. C'est solide, a-t-il finalement dit. Très solide. Tu as des preuves photographiques, tu as des preuves financières, tu as l'identification complète de l'amant. C'est exactement ce dont tu avais besoin. Et maintenant, quoi? Maintenant, tu dois décider ce que tu veux faire, comment tu veux que tout cela se termine. Je veux le divorce. En es-tu sûr? Parce qu'une fois que tu auras entamé cette procédure, il n'y aura pas de retour en arrière. J'en suis sûr. Je ne peux pas continuer à vivre ce mensonge. Je ne peux pas continuer à agir comme si tout allait bien alors que je sais qu'elle voit un autre homme chaque semaine. Esteban a hoché la tête. D'accord. Alors nous devons tout préparer. Je vais rédiger les documents de divorce. Je vais inclure toutes les preuves de l'infidélité. Nous allons demander un partage équitable des biens, en tenant compte de son utilisation abusive des fonds communs. Et nous allons faire ça de la manière la plus propre possible. Combien de temps ça prend? Ça dépend. Si elle coopère, ça peut être relativement rapide, 6 mois. Si elle se bat, ça peut prendre plus d'1 an. Est-ce qu'elle va se battre? Je ne sais pas. Les gens réagissent de façon imprévisible quand ils sont confrontés aux conséquences de leurs actes. Certains acceptent leurs responsabilités. D'autres deviennent combatifs. Nous devons être préparés aux 2 scénarios. Je me suis adossé à la chaise, sentant le poids de tout cela. Esteban, il y a autre chose que je veux faire. Quoi? Je veux que Dulce soit au courant, la femme d'Eduardo. Elle a le droit de savoir que son mari la trompe. Esteban a froncé les sourcils. Alvaro, je comprends ton impulsion. Vraiment. Mais impliquer des tiers peut compliquer les choses sur le plan légal et émotionnel. Je m'en fiche. Cette femme a 2 jeunes enfants. Elle a une vie construite sur des mensonges. Si c'était moi, je voudrais que quelqu'un me le dise. Quelqu'un te l'a-t-il dit? As-tu reçu ce message anonyme? Je me suis figé, assimilant ces mots. Attends, tu penses que c'est Dulce qui m'a envoyé ce message? Je n'en sais rien, mais réfléchis-y. Qui d'autre saurait exactement dans quel hôtel ils étaient? Dans quelle chambre? À quelle heure? Il devait s'agir de quelqu'un de très proche d'Eduardo ou de Veronica, ou de quelqu'un de l'hôtel. Possible, mais peu probable. Les hôtels ne s'amusent pas à envoyer des messages anonymes sur leurs clients. J'ai réfléchi un long moment. Si c'est Dulce qui m'a envoyé ce message, ça veut dire qu'elle est déjà au courant. Ça veut dire qu'elle a des soupçons depuis un moment. Ça veut dire qu'elle attend peut-être que je fasse quelque chose. Exactement. Alors je dois la contacter. Je ne peux pas la laisser dans l'ignorance. Esteban a soupiré. Si tu comptes faire ça, fais-le avec prudence. Ne la contacte pas directement pour le moment. Termine d'abord la préparation de ton propre dossier. Sécurise tes finances. Consulte ton comptable. Parle aux enfants si nécessaire. Et quand tout sera prêt, quand tout sera bien en ordre, alors tu pourras penser à contacter Dulce. De combien de temps ai-je besoin? Encore 1 semaine, 2 maximum, pour être complètement préparé. D'accord, 2 semaines. J'ai quitté ce bureau en sachant que le compte à rebours avait commencé. 2 semaines de plus à jouer la comédie, 2 semaines de plus à faire semblant, 2 semaines de plus à embrasser une femme qui n'était plus la mienne dans aucun sens réel du terme. Et après ces 2 semaines, tout allait exploser. Les 2 semaines suivantes furent les plus longues de ma vie. Chaque jour, j'avais l'impression de marcher sur des œufs. Chaque conversation avec Veronica était une performance parfaitement exécutée. Chaque nuit à ses côtés dans le lit était une torture silencieuse. Mais j'ai suivi les instructions d'Esteban à la lettre. J'ai parlé à mon comptable, je lui ai expliqué la situation. Nous avons passé en revue toutes nos finances ensemble, les comptes d'épargne, les investissements, la valeur de la maison, tout. Il m'a fourni des documents détaillés sur notre situation financière sur papier, signés, certifiés. J'ai mis de côté mes affaires importantes, mes documents personnels, les photos de mes enfants quand ils étaient petits, des cadeaux de mon père avant sa mort. Je les ai stockés discrètement chez Rosa. Une boîte à la fois pour que Veronica ne remarque pas que quelque chose manquait. J'ai parlé à Martin et Carolina.
mes enfants. Je leur ai dit que j'avais besoin de les voir séparément pour parler de quelque chose d'important. Martin est venu le premier, un samedi, alors que Véronica était soi-disant à ses cours. Je l'ai emmené prendre un petit déjeuner dans un restaurant loin de la maison. « Papa, qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-il demandé avant même que le café n'arrive. « Tu me fais peur. Ta mère et moi allons divorcer, ai-je dit sans détour. » Il s'est figé, sa fourchette suspendue en l'air, me regardant comme si j'avais parlé dans une autre langue. « Quoi ? Pourquoi ? » « Parce que ta mère me trompe depuis des mois avec un autre homme. » Je l'ai regardé assimiler ces mots. La confusion, puis le déni, puis quelque chose ressemblant à de la rage. « Tu es sûr ? » ?»« Absolument sûr. J'ai des preuves, des photos, des documents, tout. »« Maman sait que tu es au courant. » ?»« Pas encore, mais elle le saura bientôt. » Martin a posé sa fourchette. Il s'est frotté le visage à deux mains. Je n'arrive pas à y croire. Maman. Maman a toujours été celle qui parlait de la famille, des valeurs, du fait que le mariage est sacré. Je sais. Et maintenant il s'avère qu'elle. Mon Dieu, papa, je suis tellement désolé. Tu n'as pas à t'excuser de quoi que ce soit. Ce n'est pas ta faute, ni celle de Carolina. C'est entre ta mère et moi. Mais ça va tous nous affecter. Oui, c'est vrai. C'est pourquoi je te le dis maintenant, pour que tu sois préparé, parce que quand cela sortira, ça va être moche. Il va y avoir des drames. Il y aura des gens qui prendront parti. Et j'ai besoin que tu saches que tu n'as pas à prendre parti. Tu peux aimer ta mère et être déçu par elle en même temps. Martin a hoché lentement la tête. Qu'est-ce que tu attends de moi? Rien. Juste que tu comprennes. Et que tu prennes soin de ta sœur quand elle l'apprendra. Ça va être plus dur pour elle. Quand vas-tu le dire à Carolina? Demain. La conversation avec Carolina a été pire, bien pire. Ma fille a toujours été plus proche de sa mère, plus émotionnelle, plus sensible. À 23 ans, elle appelait toujours Véronica 3 fois par semaine pour tout lui raconter. Je l'ai emmenée faire une promenade dans le parc, je lui ai acheté un café et je lui ai dit la vérité. Elle a beaucoup pleuré, pendant près de 20 minutes assise sur un banc de parc, la tête entre les mains. Ça ne peut pas être vrai, disait-elle entre ses sanglots. Maman ne ferait pas ça. Maman n'est pas comme ça. Je suis désolé, ma chérie, mais c'est la vérité. Tu es complètement sûre? Il y a peut-être une explication. Carolina, je l'ai suivie. J'ai des photos d'elle avec cet homme, sortant d'hôtel, s'embrassant. J'ai des relevés bancaires sur des mois. Il n'y a pas d'autre explication. Elle s'est essuyé les yeux avec la manche de son pull. Qui est-ce? Un homme d'affaires marié avec des enfants. Oh mon Dieu. Sa voix s'est à nouveau brisée. Ça va tout détruire, notre famille, tout ce que nous pensions être. Je sais, et j'en suis vraiment désolé. J'aimerais pouvoir te protéger de tout ça, mais je ne peux pas. Quand vas-tu le dire à maman? Bientôt, très bientôt. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux lui parler d'abord? Peut-être que si je lui dis que tu sais, elle pourra. Non. Je l'ai interrompu fermement. Tu ne peux rien lui dire. Ça doit se passer d'une certaine manière, pour des raisons légales, pour me protéger. J'ai besoin que tu me fasses confiance. Quoi, papa? Carolina, promets-moi que tu ne diras rien. Elle m'a regardé avec ses yeux que je connaissais depuis qu'elle était petite, effrayée, confuse, voulant réparer quelque chose qui ne pouvait pas être réparé. Je te le promets, a-t-elle finalement murmuré. Mes enfants étant informés, mes finances sécurisées, toutes les preuves documentées, il ne me restait plus qu'une chose à faire, décider exactement comment j'allais la confronter. Esteban m'avait donné 2 options. Option 1, confrontation privée. M'asseoir avec elle, lui montrer les preuves, lui donner les papiers du divorce, et garder ça entre nous jusqu'à ce que tout soit légalement traité. Option 2, exposition publique. Faire éclater la vérité d'une manière qui impliquerait plus de monde, en particulier Dulce, la femme d'Eduardo. L'option 1 est plus propre, m'avait dit Esteban. Moins de drame, moins de complications, plus rapide. Et l'option 2? L'option 2 est plus satisfaisante émotionnellement, mais aussi plus risquée.
Ça peut virer au désastre. Ça peut la rendre plus combative. Ça peut rallonger la procédure. Pendant des jours j'y ai réfléchi, à ce que je voulais vraiment, à ce qui me donnerait le sentiment qu'il y a eu une justice dans tout cela. Et puis ce message est arrivé, le message anonyme, votre femme est à l'hôtel Marriott Central, chambre 512, en ce moment. Il était 22h30 un mardi. Véronica était partie 2 heures plus tôt. Elle avait dit qu'elle allait dîner avec Yolanda, une collègue du studio de yoga, qu'elle serait de retour avant minuit. Et voilà qu'il y avait ce message d'un numéro que je ne reconnaissais pas, disant où elle était, avec qui, dans quelle chambre. Quelqu'un d'autre savait. Quelqu'un d'autre était impliqué là-dedans, et ce quelqu'un voulait que je le sache, là, maintenant. J'ai fixé l'écran de mon téléphone pendant plusieurs minutes, sentant tout ce que j'avais prévu changer en un instant. Je pouvais aller à l'hôtel, les confronter là-bas, faire une scène, mais c'était exactement ce que je ne voulais pas faire. Ou bien je pouvais faire quelque chose de différent, quelque chose auquel personne ne s'attendrait, quelque chose qui ferait éclater la vérité d'une manière que je ne pourrais pas accomplir seul. J'ai ouvert ma liste de contacts, j'ai commencé à sélectionner des noms. La mère de Véronica, sa sœur Isabelle, mes frères, nos amis proches, les parents des camarades de classe de nos enfants, les professeurs du studio de yoga, le comptable, la cousine de Véronica, et par-dessus tout, Dulce Ramirez. 37 personnes au total. J'ai copié le message exactement comme je l'avais reçu. Votre femme est à l'hôtel Marriott Central, chambre 512, en ce moment. Mon doigt planait au-dessus du bouton envoyer. Une fois cela fait, il n'y aurait plus de retour en arrière. Tout exploserait publiquement, socialement, d'une manière que je ne pourrais pas contrôler. Mais c'était peut-être exactement comme ça que cela devait exploser, parce que Véronica avait construit sa liaison sur des secrets, sur des mensonges, sur une image publique parfaite tout en faisant l'inverse en privé. Et la seule façon de détruire cela, c'était avec la vérité, une vérité publique, une vérité atteignant tous les gens qu'elle avait trompés, eux aussi, et pas seulement moi. Tout le monde. J'ai appuyé sur envoyer. Le message est parti vers 37 personnes en même temps. J'ai laissé le téléphone sur la table, me suis servi un whisky et j'ai attendu. Les réponses ont commencé à affluer 4 minutes plus tard. Confusion, incrédulité, questions. Je n'ai répondu à aucune. À 22h38, mon téléphone a commencé à exploser d'appels. Rosa, Esteban, la mère de Véronica, Isabelle. Je n'ai pas répondu. Et puis à 22h42, j'ai reçu un message de Rosa. C'est fait. Oui. Mon Dieu. Alvaro, ça devait se passer ainsi. J'imaginais ce qui se passait à ce moment-là, dans la chambre 512 du Marriott Central. Véronica regardant son téléphone exploser. Des messages de sa mère, de sa sœur, de ses amis, toutes demandant la même chose. Eduardo regardant son propre téléphone. Des messages, des appels, particulièrement de Dulce. Dulce montant dans sa Mercedes, conduisant vers le centre. 23 minutes s'il y avait de la circulation, moins si elle roulait vite. La mère de Véronica appelant un taxi. Isabelle annulant ses projets. Nos amis s'envoyant des messages, essayant de comprendre ce qui se passait. Tout le monde social de Véronica s'effondrant en temps réel, et moi ici, dans mon salon, buvant du whisky, regardant un match de foot dont je me fichais, complètement calme. Parce que ce n'était pas de la rage. Ce n'était pas une vengeance impulsive. C'était une justice calculée, parfaitement exécutée. À 22h48, mon téléphone a sonné. Véronica. J'ai répondu. Alvaro, qu'est-ce que tu as fait? Sa voix était brisée, terrifiée. Rien. J'ai juste partagé un message que j'ai reçu. Tu es fou? Tu as envoyé ça à ma mère, à Isabelle, à 37 personnes. Oui. Je sais. Je l'ai envoyé. Silence. Alvaro, s'il te plaît. C'est un terrible malentendu. Chambre 512 de l'hôtel Marriott Central. En ce moment. Ce sont les mots exacts. Je peux t'expliquer. Tu n'as rien à m'expliquer, Véronica. Mais tu devrais peut-être réfléchir à ce que tu vas dire à ta mère ou à Dulce. Dulce. Tu as envoyé ça à Dulce. Bien sûr. J'ai entendu des voix en arrière-plan, des cris,
des bruits de pas qui couraient. Il faut que je raccroche. Ne t'inquiète pas, je n'y vais pas. J'ai raccroché et je me suis adossé au canapé, ressentant pour la première fois depuis des mois quelque chose ressemblant à de la paix. Les 30 minutes qui ont suivi ont été les plus étranges de ma vie. Assis en silence dans mon propre salon pendant que mon téléphone vibrait sans arrêt sur la table. Des appels entrants, des SMS. Les notifications WhatsApp explosaient les unes après les autres. Je voyais les noms s'allumer sur l'écran, mais je ne touchais pas au téléphone. Je me contentais d'observer. Rosa a appelé 6 fois. Esteban 4. La mère de Véronica 3. Isabelle 2. Des numéros que je ne reconnaissais pas. Sûrement des amis essayant de comprendre ce qui se passait. Et puis, à 23h05, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Merci. Un seul mot, rien de plus. J'ai fixé ce mot un long moment, essayant de comprendre qui l'avait envoyé et pourquoi. Dulce, la femme d'Eduardo, me remerciant de l'avoir démasqué? Ou quelqu'un d'autre, quelqu'un qui attendait que tout cela éclate? Je n'ai pas répondu. J'ai juste sauvegardé le message. À 23h12, on a sonné à ma porte. Je me suis levé du canapé, j'ai marché jusqu'à la porte, j'ai regardé par le Judas. Rosa. Je lui ai ouvert. Ma sœur est entrée comme un ouragan, les yeux rouges, les cheveux ébouriffés, encore en pyjama avec une veste par-dessus. Tu es fou? Ce furent ses premiers mots. Alvaro, qu'est-ce que tu as fait? Exactement ce que j'avais à faire. Tu as envoyé ce message à 37 personnes, dont la mère de Véronica. Toute sa famille est au courant maintenant. Bien. Qu'il le sache. Rosa s'est effondrée sur le canapé, s'est couvert le visage avec les mains. Esteban m'a appelé. Il est furieux. Il dit que ça complique tout d'un point de vue légal. Il dit que tu as agi sans le consulter. Et alors? Je m'en fiche. Elle a levé les yeux. Elle m'a regardé comme si elle ne me reconnaissait pas. Alvaro. Ce n'est pas ton genre. Tu ne fais pas ce genre de choses. Tu es le calme de la famille, celui qui réfléchit. Celui qui calcule tout 3 fois avant d'agir. J'ai calculé ça aussi pendant 3 semaines et j'ai décidé que c'était la seule bonne façon de faire. La seule bonne façon, c'était de faire les choses comme Esteban te l'avait dit. Confrontation privée, papier du divorce, tout propre et bien rangé. Ce n'était pas de la justice, Rosa. C'était juste pratique, arrangeant, mais ce n'était pas juste. Je me suis assis en face d'elle. Véronica m'a trompé pendant des mois, peut-être des années. Je ne le sais pas encore. Mais ce que je sais, c'est qu'elle s'est construite toute une vie parallèle avec des mensonges, avec des secrets, pendant que je travaillais pour payer ses dîners romantiques avec un autre homme. Pendant que je dormais à côté d'elle en croyant que nous étions heureux. Ma voix s'est un peu brisée. Je l'ai contrôlée. Elle m'a fait passer pour un idiot à mes propres yeux, et probablement aux yeux d'autres personnes qui étaient déjà au courant. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui sait. Il y a toujours des rumeurs, des regards, des commentaires qu'on ne comprend que plus tard. Alors, c'est une vengeance? Non. C'est les conséquences. Il y a une différence. Rosa a soupiré. Elle s'est adossée au canapé. Que crois-tu qu'il se passe en ce moment dans cet hôtel? Je pense que Véronica fait face à la vérité pour la première fois devant des gens à qui elle ne peut pas mentir si facilement. Sa mère, sa sœur. Peut-être Dulce. Dulce, c'est la femme d'Eduardo. Oui. Mon Dieu, cette pauvre femme. C'est pour ça que je lui ai envoyé le message à elle aussi, parce qu'elle méritait de savoir avant de passer un jour de plus à vivre un mensonge. Mon téléphone a encore vibré. Cette fois, j'ai répondu, c'était Esteban. Alvaro. Qu'est-ce que tu as foutu? Ce que j'avais à faire. Nous avions un plan. Nous avions convenu de faire ça de manière ordonnée et voilà que tu envoies ce message à la moitié de la ville. Oui. Sais-tu les complications que cela peut causer? Véronica peut prétendre que tu l'as diffamée publiquement. Elle peut demander plus lors du divorce pour préjudice moral. Elle peut essayer. J'ai toutes les preuves. Des photos, des relevés bancaires, tout est documenté. Si elle veut se battre, on se battra.
J'ai entendu Esteban prendre une profonde inspiration à l'autre bout du fil. Alvaro, je suis ton ami, et en tant qu'ami, je te dis que je comprends pourquoi tu l'as fait. Je comprends la rage, la douleur. Mais en tant qu'avocat, je te dis que ça va tout compliquer. Je sais et je l'accepte. D'accord, alors maintenant on doit s'adapter. Demain à la première heure, tu viens à mon bureau. On va préparer une stratégie pour ce qui s'en vient, parce que ça ne va pas s'arranger tout seul. J'y serai. J'ai raccroché. Rosa m'observait avec une expression étrange. Un mélange d'inquiétude et d'autre chose, peut-être de l'admiration. Je n'en étais pas sûr. Tu sais ce qui est le plus bizarre dans tout ça, a-t-elle dit. Quoi? Que tu aies l'air calme, plus calme que je ne t'ai vu depuis des mois. Comment est-ce possible? J'ai réfléchi à sa question un instant, car pendant 3 semaines, j'avais porté un secret qui me tuait. Je connaissais la vérité mais je devais faire semblant de ne pas la connaître. Je devais jouer la comédie, sourire, embrasser une femme qui me trahissait, dormir à côté d'elle chaque nuit en sachant ce qu'elle faisait tous les samedis. Je me suis resservi un whisky. Et maintenant, je n'ai plus à porter ce secret tout seul. Maintenant, 37 personnes savent. Maintenant, la vérité a éclaté, et ça me libère. Rosa a hoché lentement la tête. Je comprends. Elle est restée avec moi jusqu'à presque minuit à discuter, parfois en silence, juste pour être là. Quand elle est partie, j'étais seul dans le salon. Véronica n'était pas rentrée. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle rentre ce soir. Je suis monté dans notre chambre. Notre lit où nous avions dormi ensemble pendant 23 ans. Je me suis allongé sur le côté qui avait toujours été le mien. J'ai regardé le plafond et j'ai attendu que le sommeil vienne. Il n'est pas venu. Vers 4 heures du matin, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Des bruits de pas montant les escaliers. La porte de la chambre s'est ouverte. Véronica est entrée. Ses yeux étaient gonflés d'avoir pleuré. Son maquillage avait coulé. Ses cheveux étaient en bataille. Elle avait l'air détruite. Je me suis assis dans le lit et j'ai allumé la lampe de chevet. Nous nous sommes regardés en silence pendant plusieurs secondes. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit finalement, la voix enrouée. D'accord, parlons. Elle s'est assise sur le bord du lit de son côté, regardant le mur. Depuis combien de temps sais-tu? 3 semaines. Elle s'est tournée vers moi, surprise. 3 semaines et tu n'as jamais rien dit? Non. Pourquoi? Parce que j'avais besoin d'en être sûr. J'avais besoin d'avoir des preuves. J'avais besoin de bien comprendre ce qui se passait avant d'agir. Elle s'est couvert le visage de ses mains. Mon Dieu, Alvaro. 3 semaines à agir normalement. 3 semaines à faire semblant. Comment as-tu pu? L'ironie de cette question ne lui échappait pas, car s'il y avait quelqu'un qui jouait la comédie depuis des mois, c'était bien elle. Qui t'a envoyé ce message, ai-je demandé. Celui de ce soir. Qui savait où tu étais? Elle a secoué la tête. Je ne sais pas. Je n'en ai vraiment aucune idée. Dulce. Peut-être. Je ne sais pas. Eduardo dit qu'elle avait des soupçons depuis des semaines. Peut-être qu'elle nous a suivis ou qu'elle a engagé quelqu'un. Je ne sais pas. Elle est allée à l'hôtel? Véronica a hoché la tête. Ses yeux se sont à nouveau remplis de larmes. Oui. Elle est arrivée 20 minutes après que les messages ont commencé à affluer. Elle est montée directement dans la chambre. Eduardo a essayé de l'arrêter, mais elle est juste entrée, elle m'a vu là, et elle a su. Qu'est-ce qu'elle a dit? Rien. Elle n'a rien dit. Elle m'a juste regardé pendant ce qui m'a semblé être une éternité, et puis elle s'est tournée vers Eduardo et a dit, tu as jusqu'à demain pour quitter la maison. Et elle est partie. Véronica a sangloté. Ma mère y est allée aussi. Isabelle aussi. Tout le monde y est allé. C'était horrible, Alvaro. C'était la chose la plus humiliante que j'ai jamais vécue. Bien. Elle m'a regardé, surprise par ma réponse. Bien. Comment peux-tu dire ça? Parce que je vis avec l'humiliation depuis des mois. À chaque fois que tu sortais pour le voir, à chaque fois que tu mentais sur l'endroit où tu te trouvais, à chaque fois que tu dépensais notre argent dans des hôtels avec un autre homme.
C'était moi qui étais humilié. Je ne le savais juste pas. Véronica est restée silencieuse. Pas d'argument, pas de défense, juste des larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues. Depuis combien de temps, ai-je demandé. Depuis combien de temps es-tu avec lui? Elle a mis un certain temps à répondre, comme si elle calculait s'il valait la peine de continuer à mentir. 8 mois, a-t-elle fini par dire. Ça a commencé en février. 8 mois. Plus de la moitié d'une année. Pas les 6 mois que j'avais documentés. 8 mois pleins. Comment vous êtes-vous rencontrés? À la salle de sport. Il s'y entraîne le mardi matin. J'y donne des cours. Nous avons commencé à parler. D'abord de simples conversations informelles, puis des cafés, puis des hôtels. Elle a hoché la tête. Tu l'aimes? La question l'a prise au dépourvu. Elle a levé les yeux vers moi. Je ne sais pas. Je croyais que oui, mais maintenant. Maintenant je ne sais plus rien. Et moi, tu m'aimes encore? Alvaro, c'est une question simple, Véronica. Oui ou non? Elle s'est essuyée les yeux, a pris une profonde inspiration. Je ne sais pas si je t'aime de la manière dont une femme est censée aimer son mari. Je crois. Je crois que j'ai cessé de ressentir ça il y a des années. Mais je te respecte. Je t'admire. Tu es un homme bon. Un bon père. C'est juste que je voulais ressentir quelque chose de différent. Quelque chose d'excitant. Alors pourquoi ne pas me l'avoir dit? Pourquoi ne pas avoir demandé le divorce avant de faire ça? Parce que j'avais peur. Peur de tout détruire, notre famille, notre vie, ce que les gens allaient penser. Et je croyais que je pouvais avoir les deux. La stabilité avec toi et l'excitation avec lui. Je pensais que je pouvais gérer ça. Mais tu ne le pouvais pas. Non, je ne le pouvais pas. Je suis sorti du lit, j'ai marché jusqu'à la fenêtre, j'ai regardé la rue vide dehors. Demain, je vais chez Esteban pour signer les papiers du divorce, ai-je dit sans me retourner. Tu peux rester dans cette maison jusqu'à ce qu'on trouve une solution permanente, mais moi je pars m'installer chez Rosa temporairement. Je ne peux pas continuer à vivre ici avec toi. Alvaro, attends. On peut essayer. On peut suivre une thérapie. Non, on ne peut pas. Je me suis tourné pour la regarder. Véronica. Tu m'as menti pendant 8 mois. Tu m'as regardé dans les yeux tous les jours et tu as menti. Tu as utilisé notre argent pour payer des hôtels avec un autre homme. Tu m'as fait croire que nous étions heureux pendant que tu construisais une vie parallèle. Il n'y a aucune thérapie qui puisse réparer ça. Des gens pardonnent l'infidélité tout le temps. Peut-être, mais je ne fais pas partie de ces gens. Et honnêtement, après ce que tu as dit il y a 1 minute, après avoir admis que tu avais cessé de m'aimer il y a des années, pourquoi voudrais-tu rester? Pour la maison, pour l'argent, pour les apparences? Elle n'a pas répondu, car nous savions tous les deux que la réponse était probablement les trois. Je veux un divorce, ai-je poursuivi. Propre, rapide. On va tout diviser à parts égales. La maison, les économies, tout. Je ne vais pas me battre pour des biens matériels. Mais je ne vais pas non plus rester dans un mariage mort. Et les enfants? Les enfants le savent déjà. Je leur ai dit il y a 1 semaine. Ils sont en train d'assimiler. Carolina est très blessée. Martin est en colère. Mais ils s'en remettront avec le temps. Véronica a pâli. Tu leur as dit avant que je le sache. J'avais besoin de les préparer à ce qui allait arriver. Alors tu as tout planifié? Tout? Oui, j'ai tout planifié. Sauf le message de ce soir. Je ne m'attendais pas à celui-là. Mais quand il est arrivé, j'ai su exactement quoi en faire. Elle a secoué la tête, incrédule. Je ne te reconnais pas. L'Alvaro que je connais ne ferait jamais une chose pareille. Ne serait jamais aussi cruel. L'Alvaro que tu connaissais avait confiance en sa femme. Il croyait que son mariage était réel. Cet Alvaro est mort il y a 3 semaines, quand j'ai eu la confirmation que tu me trompais. Ça, c'est moi maintenant. Je me suis dirigé vers la porte. Je vais dormir dans la chambre d'amis. Demain je ferai mes valises. Dans 2 jours, je ne serai plus là. Alvaro. Quoi? Je suis désolé.
Je suis vraiment désolé. Je me suis arrêté sur le pas de la porte sans me retourner. Moi aussi. Je suis parti, j'ai fermé la porte, je suis descendu et je me suis préparé un café, même s'il était presque 5 heures du matin. Je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai attendu que le soleil se lève. À 7h30 du matin, mon téléphone a vibré. Un message d'Esteban. Viens à mon bureau à 10h. Apporte tous les documents. Nous allons lancer la procédure officielle. J'y serai. À 8h, un autre message est arrivé d'un numéro que je ne connaissais pas. C'est Dulce, la femme d'Eduardo. J'ai besoin de vous parler. C'est important. J'ai fixé ce message pendant plusieurs minutes, décidant d'y répondre ou non. Finalement, j'ai écrit. D'accord, quand et où? Aujourd'hui à 14h. Café Genova, en centre-ville. Je serai à une table au fond. J'y serai. À 9h du matin, Véronica est descendue, déjà habillée. Maquillée pour cacher les ravages de la nuit précédente. Un sac à la main. Je vais rester chez Isabelle quelques jours, a-t-elle dit. J'ai besoin d'espace pour réfléchir. D'accord. Alvaro, vraiment. Je suis désolé. Tu l'as déjà dit hier soir. Elle a hoché la tête, s'est dirigée vers la porte, s'est arrêtée avant de partir. Pour ce que ça vaut, Eduardo a tout arrêté hier soir. Après le départ de Dulce, il m'a dit qu'il ne pouvait pas continuer, qu'il devait essayer de sauver son mariage, que tout ça avait été une erreur. Et comment ça te fait te sentir? Comme une idiote. J'ai perdu mon mariage pour quelqu'un qui, finalement, m'a laissé tomber aussi. Donc, je suppose que nous avons tous les deux payé les conséquences. Elle est partie sans ajouter un mot. Je me suis retrouvé seul dans la maison, dans le lourd silence d'un foyer qui n'en était plus un. À 10h, j'étais dans le bureau d'Esteban. J'ai signé des papiers, revu des documents, autorisé le lancement officiel de la procédure de divorce. Ça va prendre entre 6 et 8 mois si tout va bien, a expliqué Esteban. Plus longtemps si elle complique les choses. Je ne pense pas qu'elle compliquera les choses. Nous avons parlé hier soir. Je pense qu'elle comprend que c'est fini. Bien, ça rend les choses plus faciles. À 14h10, je suis arrivé au café Genova, un petit endroit en centre-ville, table en bois, musique douce en fond. Dulce était assise au fond, comme elle l'avait dit. Je l'ai reconnue immédiatement d'après ses photos Facebook, mais en personne elle avait l'air différente, plus fatiguée, plus réelle, plus brisée. Je me suis approché de sa table. Dulce. Elle a levé les yeux et a hoché la tête. Alvaro, merci d'être venu. Je me suis assis en face d'elle. Nous avons commandé des cafés. Nous avons attendu dans un silence inconfortable que les tasses arrivent. Je suppose que je devrais commencer par vous remercier, a-t-elle finalement dit, de m'avoir envoyé ce message. Vous n'avez pas à me remercier. Si, je le dois. J'avais des soupçons depuis 3 mois. 3 mois à voir des signes, des changements chez lui, mais je n'avais aucune preuve et il niait tout. Quand j'ai reçu votre message hier soir, j'ai enfin eu la confirmation dont j'avais besoin. C'est vous qui m'avez envoyé le message original? Celui que j'ai reçu en premier? Elle a hoché la tête. J'ai engagé un détective privé il y a 6 semaines. Ça m'a coûté $2000, mais ça en valait la peine. Il l'a suivi, a tout documenté, et hier soir il m'a dit qu'ils étaient dans cet hôtel. Il m'a donné le numéro de la chambre et j'ai pensé. J'ai pensé que vous méritiez de savoir vous aussi. Pourquoi n'y êtes-vous pas allé directement? Pourquoi m'impliquer? Parce que si j'y étais allé seul, Eduardo allait inventer une excuse. Il allait dire que c'était une réunion de travail, que j'étais folle. Mais si vous saviez aussi, si plus de gens savaient, alors il ne pourrait plus rien nier. Elle a pris une gorgée de son café. Je ne voulais pas vous faire de mal, vraiment, mais j'avais besoin que la vérité éclate d'une manière qui ne puisse pas être cachée. Et vous? Vous l'avez fait parfaitement en envoyant ce message à 37 personnes. C'était brillant. Je ne sais pas si brillant est le bon mot. Pour moi ça l'est, parce que maintenant je ne peux plus faire marche arrière. Je ne peux plus faire semblant que rien ne s'est passé. Je ne peux pas me taire pour mes enfants. La vérité est là et ça m'oblige à prendre des décisions que j'aurais dû prendre il y a des années. Vous allez divorcer? Oui.
Ce matin, j'ai parlé avec un avocat. Eduardo a déjà quitté la maison. Il vit dans un hôtel. Ironique, n'est-ce pas? Elle a souri tristement. Et vous, qu'allez-vous faire? La même chose. Un divorce. J'ai déjà lancé la procédure ce matin. Nous sommes restés silencieux. Deux étrangers unis par la trahison de nos conjoints. Vous savez ce qui est le pire, a dit Dulce. Ce n'est pas la trahison. Ce n'est pas le mensonge. C'est de réaliser que j'ai gaspillé des années de ma vie à croire en quelque chose qui n'était pas réel. Que pendant que je planifiais notre avenir, il vivait une double vie. Je sais exactement ce que ça fait. Elle a tendu sa main à travers la table. Je l'ai prise. Nous allons nous en sortir, a-t-elle dit, tous les deux. Avec le temps. Oui, avec le temps. 6 mois ont passé depuis cette nuit-là. 6 mois qui ont absolument tout changé. Le divorce a été finalisé en avril. Véronica ne s'est pas battue. Elle a signé tout ce qu'Esteban avait préparé. La maison a été vendue. Nous avons divisé l'argent exactement en deux. 125 000 $ pour chacun. Elle a emménagé dans un petit appartement près du studio de yoga. J'ai loué un endroit modeste en centre-ville, 2 chambres, avec vue sur un parc tranquille. Les premiers mois ont été durs, très durs. Il y a eu des nuits où je ne pouvais pas dormir, des jours où j'arrivais à peine à travailler, des moments où je me demandais si j'avais fait le bon choix. Mais Rosa était là. Martin et Carolina étaient là. Esteban était là. Et lentement, très lentement, j'ai commencé à me reconstruire. J'ai arrêté de penser à Véronica toutes les heures, puis tous les jours, puis toutes les semaines. La douleur s'est transformée en quelque chose de plus gérable. Elle n'a pas disparu, mais elle a cessé de me contrôler. J'ai recommencé à faire des choses que j'avais arrêtées. J'ai commencé à courir le matin. J'ai rejoint un club de lecture. J'ai pris des cours de cuisine italienne. Les jeudis soirs, j'ai appris à être seul sans me sentir seul. Carolina et moi avons reconstruit notre relation. Au début, elle était très en colère. Elle estimait que j'avais détruit la famille. Mais avec le temps, elle a compris que la famille était déjà brisée. J'avais juste arrêté de faire semblant. Martin a été plus direct. Il m'a dit qu'il était fier de moi, que j'avais fait ce qu'il fallait, qu'il admirait que je ne sois pas resté dans une situation qui me rendait malheureux. Véronica et moi nous sommes vus 3 fois après le divorce. Pour signer des papiers, pour diviser les dernières choses. Des conversations courtes, polies, distantes. La dernière fois que je l'ai vue, c'était en mai au mariage de la fille d'un ami commun. Nous étions à des tables différentes. Elle y est allée avec Isabelle, j'y suis allé seul. Nous nous sommes salués de loin. Un signe de tête, rien de plus. Je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni douleur, ni nostalgie, juste rien. Et c'est là que j'ai su que j'étais vraiment guéri. Eduardo et Dulce sont également divorcés. Elle a obtenu la garde des enfants. Il a des droits de visite un week-end sur 2. La maison dans le quartier de Los Pinos a aussi été vendue. Dulce et moi sommes restés en contact. Pas en tant que couple, en tant qu'amis. 2 personnes qui ont traversé la même épreuve et qui se comprennent. Nous prenons un café 1 fois par mois. Nous parlons de la façon dont nos vies avancent, de comment vont nos enfants, des hauts et des bas du processus de guérison. En juin, elle m'a dit quelque chose qui m'est resté en tête. Vous savez ce qui est ironique? Il m'a fallu 18 ans pour réaliser qu'Eduardo n'était pas l'homme que je croyais, et il ne m'a fallu qu'une nuit pour détruire cette illusion. Une nuit. Un message et tout a changé. Était-ce la meilleure nuit de votre vie? C'était la pire, mais c'était aussi le début de la meilleure décision que j'ai jamais prise. J'ai compris exactement ce qu'elle voulait dire. Un jour de juillet, je me promenais dans le parc près de mon appartement. C'était un dimanche après-midi. Le temps était parfait, des familles faisaient des pique-niques, des enfants jouaient, des couples se tenaient la main. Je me suis assis sur un banc avec un café en regardant la vie passer, et pour la première fois depuis des mois, je me suis senti vraiment en paix. Mon ancienne vie ne me manquait pas. La routine prévisible ne me manquait pas. Le fait de dormir à côté de quelqu'un qui me mentait ne me manquait pas. Ce qui me manquait, c'était l'idée de ce que je croyais avoir, mais pas la réalité de ce que c'était vraiment. Mon téléphone a sonné.
Un message de Martin. Papa, Carolina et moi voulons t'inviter à dîner la semaine prochaine. Juste nous trois. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. J'ai souri. J'adorerais. Dites-moi quand. J'ai rangé mon téléphone, j'ai fini mon café et j'ai continué à marcher. La vie après la trahison n'a pas été facile. Elle n'a pas été rapide. Elle n'a pas été indolore. Mais elle a été honnête. Et cela valait bien plus que 23 ans de mensonges confortables. Les gens me demandent parfois si je regrette la façon dont j'ai géré les choses. Si j'aurais fait quelque chose différemment. Et la réponse est non, parce qu'envoyer ce message à 37 personnes, ce n'était pas de la cruauté. Ce n'était pas de la vengeance. Ce n'était pas de la folie. C'était la justice. C'était de mettre la vérité là où tout le monde pouvait la voir. C'était d'enlever le pouvoir que Véronica avait sur moi grâce au secret. C'était de lui montrer que les actes ont de réelles conséquences, et c'était de me libérer du fardeau de porter cette vérité tout seul. Était-ce dramatique? Oui. Était-ce public? Définitivement. Était-ce satisfaisant? Absolument. Parce que pour la première fois depuis des mois, j'avais le contrôle. Pas elle, pas son mensonge. Moi. Et ce contrôle m'a permis de clore un chapitre de ma vie de la façon dont j'avais besoin de le clore. Avec dignité, avec vérité, selon mes propres termes. J'ai appris quelque chose au cours de ces 6 mois, quelque chose que personne ne vous dit quand vous êtes au milieu de la douleur. J'ai appris que parfois, la seule façon de guérir est de détruire complètement ce qui était brisé. Ne pas essayer de le réparer. Ne pas faire semblant que cela puisse être arrangé. Simplement accepter que c'est fini et construire quelque chose de nouveau à partir de zéro. J'ai appris que le pardon ne signifie pas rester. Qu'on peut pardonner à quelqu'un et tout de même choisir de ne plus jamais être près de cette personne. J'ai appris qu'une stabilité sans honnêteté n'est pas une stabilité. C'est juste une jolie prison. Et j'ai appris que je méritais mieux que d'être le second choix de quelqu'un. Que je méritais d'être véritablement aimé ou bien d'être seul, mais de ne plus jamais vivre dans le mensonge. Aujourd'hui, j'ai 49 ans. Je vis seul dans un appartement en centre-ville. Je travaille sur les mêmes ponts que je construisais avant. Je vois mes enfants toutes les 2 semaines. Je prends un café avec Dulce une fois par mois. Je dîne avec Rosa le vendredi. Ma vie est plus simple maintenant, plus petite, moins prévisible. Mais elle est à moi, complètement à moi, honnête, réelle, sans secret. Et cela vaut plus que n'importe quel mariage construit sur des mensonges. Parfois, quand je passe devant le Marriott Centro, je repense à cette nuit, aux messages que j'ai reçus, aux 37 contacts que j'ai sélectionnés, au bouton « Envoyer ». Et je ne ressens aucun regret. Je ressens de la gratitude. Parce que cette nuit-là, avec un seul message, j'ai récupéré ma vie. La vérité n'a pas besoin d'être criée. Elle a juste besoin d'apparaître au bon moment, devant les bonnes personnes, et de laisser les conséquences se dérouler naturellement. Je n'ai pas détruit mon mariage cette nuit-là. J'ai simplement cessé de protéger le mensonge qui le détruisait depuis des mois. Et il s'avère que cela a fait toute la différence.